Merci à tout le monde d'être venu. Merci Charlotte, merci Philippe et merci à tout le collectif qui m'a invité ici. Vous n'hésitez pas à me dire si je ne parle pas assez fort. Voilà, ça c'est la première exigence. Donc, en à peu près 1h03 en fait, pour déjà que vous prépariez à peut-être être un peu patient, je vais vous présenter l'ensemble de mon parcours de peinture depuis mon premier tableau à l'huile jusqu'à mon dernier que j'ai réalisé il y a quelques semaines. Je vais me présenter. Donc je suis Axel Pahlavi, je suis né à Téhéran, en Iran. À l'âge de 3-4 ans, il y a une révolution en Iran qui est, dans la mythologie de mon travail, la fin d'une destruction de l'icône qui a commencé avec la peinture théosophique du début du XXe siècle. Voilà, donc elles sont liées dans la mythologie de mon travail. Donc cette destruction de l'icône, je l'ai vécue physiquement. Quand je partais avec un avion Air France en France à l'âge de 3-4 ans, 2 jours après, l'ayatollah Khomeini est arrivé avec un avion Air France, lui en première classe, moi j'étais en deuxième. À l'âge de 9 ans, 10 ans, ma mère me montre un supplément d'art au musée du Metropolitan de New York. C'était le Figaro Magazine. Non pas que ma mère lise le Figaro Magazine, mais elle avait une voisine qui lisait le Figaro Magazine. Elle récupérait les magazines et dedans il y avait ces suppléments. Et elle m'a montré ce supplément. Et dedans, j'ai vu 2 tableaux. Le premier, c'est un tableau de Rembrandt qui s'appelle Aristote contemplant le buste d'Homère. Et le deuxième, c'est un tableau d'un peintre dont j'ai oublié le nom, mais si ça vous intéresse, vous le retrouverez facilement. Ça s'appelle Dieu crée le monde, Adam et Ève chassés du paradis. C'est un tableau qui affectionnait particulièrement Pablo Picasso. Pour moi, ça a été une révélation directe. Je voulais devenir peintre et ça s'est avéré être vrai. Voilà. Donc, vous avez à peu près là la genèse de tout ce que vous allez trouver ici. Une dernière petite chose, je vais faire ça en 3 parties. Il y a 120 tableaux que vous allez voir, donc votre regard va fatiguer. Vous sélectionnez ce qui vous intéresse. Je m'arrêterai sur les tableaux qui me semblent plus importants pour comprendre l'ensemble. J'ai un peu un métalangage que je me suis créé, des fois c'est pas clair. Par exemple, quand je parle de chair et de corps, la chair c'est le corps qui ressent. J'ai mal aux dents, je vais chez le dentiste, il me dit que j'ai rien. Pour moi, la chair a mal, le corps n'a rien. Voilà. Ça, ce sont par exemple des choses que je vais utiliser. Il y a la question de l'idole et de l'icône. Voilà. L'icône, pour moi, c'est ce qui va se retourner vers vous, ce qui va vous regarder. Voilà. L'idole, c'est là où vous allez projeter, en fait, pour avoir un maximum, en fait, de potentialité, d'intensité, etc. Une autre chose qui me semble vraiment extrêmement importante là-dedans, c'est qu'il va y avoir des références religieuses dans mon travail. De ce point de vue-là, mon positionnement est clair. L'ensemble de mon travail lutte clairement contre la notion de gnosticisme, en fait. C'est-à-dire de pensée symbolique comme finalité, en dehors du corps, de la matière et du monde dans lequel on vit. Voilà. Chez moi, il y a vraiment une question de l'incarnation, et de par là, la question de la personne humaine, voilà, qui est pour moi non soluble dans le cosmos. Voilà. Donc, c'est plus une question de relation que d'unité. Voilà. Alors, le premier tableau, c'est le premier tableau que j'ai réalisé à l'huile. Ça m'a intéressé parce qu'il y a en fait beaucoup d'éléments que je vais retrouver par la suite. La référence, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, c'est un tableau de Hans Holbein, qui est un peintre allemand, qui peint beaucoup mieux que moi, ça c'est évident, mais qui a fait un tableau qui s'appelle le Christ au tombeau,
qui se trouve au musée de Bâle. Dans ce tableau, on peut imaginer une mort du Christ définitive parce que le corps est en train de pourrir. Dostoïevski, dans l'Idiot, dira que ce tableau peut vous faire perdre la foi. Ici, c'est un autoportrait et il me semble qu'il y a une tentative de retrouver une vie dans ce corps. Le nu féminin, qui va être incarné par ma femme Florence, va réapparaître aussi. Donc il y a une tension entre l'espace religieux, d'une part, la représentation du nu féminin à travers là, le désir amoureux, et ici une ribambelle de personnages négatifs dans mon esprit, qui sont les sachants. C'était quand j'étais adolescent mes professeurs. Là, il y avait mon professeur de philosophie qui n'aimait pas beaucoup la religion. Ici, j'avais un professeur de français, Monsieur Roch, qui avait une ceinture de cow-boy, etc. Une dernière chose avant de continuer, dans ce tableau, on peut y voir une influence du dualisme. Il y a quelque chose, le bien s'oppose au mal. Il y a une tension comme ça, voilà, que je vais chercher à dépasser avec la suite. Voilà. Alors le deuxième tableau, c'est un tableau que j'ai réalisé un an après aux Beaux-Arts de Bruxelles. Si on met ce tableau-là en relation avec le premier, vous allez voir mes deux obsessions, la question de l'icône et de la présence, et de l'autre côté, le récit, la mise en relation des symboles. Et comment faire cohabiter ces deux espaces qui ne devraient pas cohabiter ensemble. Voilà, techniquement, il y a toujours eu chez moi une quête d'une capacité à représenter comme les anciens peintres. Voilà, ça vous allez le voir tout le temps. Mais j'ai été blessé par un peintre qui n'est pas du tout un peintre classique, qui s'appelle Francis Bacon, vous allez le voir. Et Francis Bacon, en fait, au-delà de sa peinture, m'a possédé littéralement, comme un fantôme vous possède. Voilà. Et il y a aussi toute une lutte avec ce peintre, qui chez moi représente la résistance de la personne humaine face au flux. C'est l'Inde qui rencontre l'Angleterre, au fond. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les mythologies personnelles. Donc, petit à petit, vous allez voir aussi toutes les expérimentations du corps et de l'espace abstrait. C'est la résistance, encore une fois, de la personne humaine face au flux. Là, c'est extrêmement clair. Pareil. Vous avez une destruction du visage et sa résistance. Quand j'aurai présenté à peu près une quarantaine de toiles, je vous donnerai du temps si vous avez des questions aussi. Voilà, c'est important. J'arrive à New York après un temps aux Beaux-Arts de Paris. Et à New York, je suis fasciné par la rencontre d'un tableau de Cézanne, un enfant à la mer, un nu au bain, la présence de l'espace, donc on sent que j'ai une relation à l'abstraction qui diffère. Vous allez le voir aussi, un intérêt pour la peinture hyper réaliste que je connaissais très mal. Chuck Close, entre autres. La peinture abstraite, ça a été pour moi un choc quand j'ai vu Rythme d'automne de Jackson Pollock. Voilà. J'ai compris que cette logique du flux, cette logique du verbe, à Heidegger, en fait, pour moi, le chamanisme avait une puissance qui était inégalable, en fait. Et quand on a vu le tableau de Pollock, comment est-ce qu'on peut peindre
physiquement pour résister à ça. Voilà. Donc ça, ce sont une série de tentatives de réponse et étonnamment, peu à peu, on voit, me semble-t-il, que s'accordent la pensée abstraite et la figure. Ici, Mondrian. Ici, Malevich. Par exemple, si je prends ce tableau-là, c'est un tableau qui m'est venu en lisant un texte des Apocalypses qui dit « 4 anges aux 4 coins de la terre ». Il y a toujours quelque chose de très performatif dans mon travail. J'avais perdu une 30aine de kilos à New York parce que je ne mangeais pas. J'étais peut-être comme certaines jeunes filles qui se font vomir, etc. C'était quelque chose de cet ordre-là. Et donc j'étais très fatigué physiquement. Et ça, c'était une solution pour moi de poser le tableau à plat et de travailler assis aux 4 coins. Évidemment, la croix apparaît au centre. Les espaces abstraits qui représentent la moitié arrière du crâne sont des zones de système nerveux. Berlin. Je pars ensuite à Berlin. Et je me confronte à une autre histoire. Mais je pense qu'il est assez clair que les obsessions sont toujours les mêmes. L'espace, le symbole, le corps, la résistance du corps, sa destruction. Ou non. Peu à peu, il y a la violence. Voilà. Je me rends compte très très vite que la violence dans le tableau crée une intensité qui peut ensorceler le spectateur. C'est ce que j'appellerais l'espace magique, comme une incantation. Vous allez voir que je vais rentrer dedans et qu'à un moment, je vais le quitter, pour des raisons personnelles. Toujours Florence, ma femme. Il faut vous imaginer que quand je fais ça à l'époque, j'ai aucune conscience de la violence de l'image. Pour moi, c'était ce qu'on m'avait appris aux Beaux-Arts, des gestes de peinture, des éléments de peinture. C'était, si vous voulez, ce que j'avais appris, c'est le grand monstre de l'histoire de l'art qui avale des peintres pour les utiliser pour se créer lui-même. Voilà. C'est ça ce que j'appelle la pensée gnostique, la pensée hindoue, dans le monde de la peinture contemporaine. Donc, le fait qu'un corps puisse être mutilé dans cet espace-là a absolument aucune importance. Le corps de Florence, le buste est réalisé à partir d'un livre de maladies d'enfants que j'avais trouvé là-bas. Un an après, mon corps se libère, la rencontre de mon épouse, je vis un espace amoureux différent. Il y a quelque chose qui s'harmonise, qui se stabilise. La figure du centaure, c'est une figure que j'habitais depuis mon adolescence quand je faisais des jeux de rôle. J'avais un personnage de centaure dans un jeu qui s'appelle RunQuest. Ici, c'était comme une évidence. Le personnage m'est apparu. C'était, encore une fois, il faut vous imaginer le contexte, les tout premières imprimantes couleur maison, les
les ordinateurs commencent à se multiplier chez les gens, Photoshop arrive, et là c'est 2 photos de mauvaise qualité analogiques qui sont un peu saturées sur Photoshop. Voilà. Il faut bien comprendre que j'étais fasciné par cette nouvelle forme. Après, on en a bu des quantités. Et c'était un travail de patience. J'ai aucune appétence pour la drogue, là j'ai fumé des joints pendant tout le tableau. C'était très bien, mais ça s'est arrêté là. Ça, c'est un tableau que j'ai réalisé pour mon diplôme aux Beaux-Arts de Paris. Jeanne d'Arc. C'est la première fois que j'accepte la volonté de construire un tableau classique. Si l'herbe ressemble à plus de la marijuana encore qu'à autre chose, c'est pas volontaire du tout, hein. J'ai essayé d'être le plus proche des peintres anciens, et ce qui fonctionne pas est pas volontaire du tout. Ouais. Ça fait penser à des itinérants un peu. Il y a son côté les itinérants, là, Répine, tout ça. Les itinérants, c'est des peintres du 19e siècle. Je pense que l'histoire russe est très intéressante pour comprendre tout mon travail. L'histoire russe, il y a vraiment la peinture d'icônes traditionnelle. Après, Pierre le Grand vient en France, il ramène toute l'Europe occidentale, et à partir de là, si vous allez au musée du Tretiakov, il y a des peintures, des copies de tableaux allemands, des copies de tableaux français, mais vraiment c'est pas plus intéressant. Et il y a un peintre qui s'appelle Ivanov, qui fait un énorme tableau, qui s'appelle Les Pèlerins d'Emmaüs, sur lequel il a passé 30 ans, et qui est une digestion de cet art occidental par la Russie déjà. Et à partir de là, ça donne toute cette école des itinérants qui sont Kramskoï, Répine, Perov, etc. Voilà. Et il y a probablement peut-être du fait de mon ascendance slave, iranienne, occidentale, quelque chose qui se retrouve avec le 19e, fin 19e, disons, russe. Ouais. Mais c'est encore une fois, c'est pas volontaire. Je ne connaissais pas du tout Répine à l'époque. Je retire le personnage. Je crois que c'est un des seuls tableaux que j'ai réalisé où il n'y a plus de figures. C'est des grands tableaux, hein, ça fait 3 mètres de haut environ. Je lisais beaucoup Blueberry à l'époque, pour ceux qui connaissent les nuages. Ouais. Après ça, je vais en Bulgarie. Voilà, en fait, les Beaux-Arts de Paris se terminent, tout se passe relativement bien, mais moi j'ai l'impression que je ne sais pas faire. Et je me retrouve en Bulgarie dans un atelier, Sofia. Il faut vraiment vous imaginer qu'aux Beaux-Arts de Paris, j'allais dans des cours pour préparer les diplômés avec Christian Bernard, qui est le directeur du MAMCO de Genève, où on faisait des blagues sur Oppenheim que je ne comprenais pas. Et de l'autre côté, j'étais en même temps en Bulgarie, dans un atelier où on repeignait les chevalets, il y avait des modèles, on changeait les fonds de couleur pour les faire venir. Quand le professeur rentrait, tout le monde criait « Professeur, professeur » et se mettait devant le chevalet. C'était très particulier. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, du reste, c'est que dans l'école de Sofia, il y avait un mélange de différentes techniques, notamment le 19e, mais aussi une espèce de représentation traditionnelle, moderne, soviétique, qui était déjà passée à travers le moulinet du cubisme, etc. Et ils avaient une espèce de mélange comme ça. C'était très étrangement digéré. Il faut voir que la Roumanie a beaucoup mieux survécu de ce point de vue-là. Toutes ces écoles figuratives bulgares, ces peintres-là, mes amis de l'époque, ils ont servi à faire de la 3D pour des boîtes américaines. Mais leurs écoles ont explosé. Voilà, maintenant ils font de la vidéo, autre chose, mais c'est mort, quoi. Donc j'étais à ce moment où en fait il y avait encore ces traces-là. Et je suis fasciné par cette expérience. Je réalise un grand tableau qui fait 4 mètres de haut. Je crois qu'en termes de kitsch, ça a été un des plus loin. Voilà. Je sais pas du tout quoi en penser. Mais vraiment 4 mètres. Hein. Oui, il est grand. Tu as dit combien? 4 mètres de haut. Ouais.
pense que les structures sont une manière de soutenir. Hein. J'y arrivais pas autrement. Tu fais vraiment cette moustache-là? Non, c'est une fausse moustache. Ouais. Je me rassure. Un vieux monsieur, un ami iranien qui est venu me voir, un regard sarcastique, il m'a dit « Je ne savais pas que Adam avait des lunettes. » Je rentre à Paris et là vous allez voir dans les rythmes que j'ai, là on est vraiment de nouveau dans une explosion totale. La figure se décompose complètement. Des peintures de ce type, il y en a une grande quantité à l'heure actuelle, etc. Il y en avait peut-être un peu moins à l'époque. Voilà. Là, c'était vraiment une question d'énergie. Hein. Moi, je prenais vraiment la figure humaine, je mettais une bombe à l'intérieur, ça explosait, ça donnait du jus. C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez aussi Bacon, hein, je pense. Hein. Et la BD, il y a les deux. Hein. Chose qui reste résolument pop. Hein. Là, c'est la naissance de ma fille. C'est une série de tableaux, là, vous ne l'avez pas tout ensemble, mais en fait, une figure qui est à peu près, qui tient à peu près debout au début. C'est moi avec un t-shirt de Joy Division en train de dire « je mourrai pas » ou « je vais pas mourir », quelque chose dans ce genre-là. Et ça finit dans une espèce de néant. J'espère que c'est pas en fait la naissance de ton fils. Hein. Oh, il va arriver la naissance de mon fils. Je dis ça pour la naissance de ma fille, pourquoi? Parce qu'elle a eu un problème au cœur, donc c'était un peu violent. Voilà, tout va bien. En même temps, ça, ce tableau, je le faisais en même temps. Hein. Il y a toujours des projets, si vous voulez, qui sont annexes. Hein. Le cerveau pense les choses en même temps. Voilà. Si je dis cerveau, c'est qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un cerveau ici. Hein. Donc il y a une projection entre le cerveau et la création. Cet objet-là, en fait, il y a une espèce de création de l'homme, en fait. Voilà. Encore une fois, je le redis, je pense que c'est très important. Il y a dans mon travail quelque chose qui va essayer de sauver la figure humaine. Hein. Je suis tout à fait conscient que l'homme est capable de ça, mais c'est au-delà de ça que je vais essayer de sauver la figure humaine. Voilà. Cette espèce de schizophrénie de peinture, elle est représentée ici. Voilà. C'est un espace symbolique qui vient raconter, avec un moment de recul, là où je suis. En fait, je suis constamment en train de bouger entre des tensions qui apparemment s'opposent. Cette question-là m'a passionné, vous le verrez, la question de la christologie. Parce que dans la christologie, en fait, c'est la mise en commun de l'espace de l'éternité, de l'espace du temps. Du paradoxe, en fait. C'est Aristote et Platon. Voilà. Donc c'est vraiment ces deux pensées-là qui vont s'unifier, en fait. Voilà. La question de l'incarnation. Alors ce genre de scène, en fait, au cinéma, etc., il y avait Tarantino qui faisait ce genre de choses, mais si vous voulez, il faut le voir encore dans le contexte de la peinture. Là aujourd'hui, c'est de la tarte à la crème. Hein. Je veux dire, la violence, le sang, les trucs comme ça, maintenant il y en a des kilomètres hein, partout, dans la peinture, etc. Mais c'était quelque chose qui était moins fréquent à cette époque-là. Hein. Voilà. Toujours, en fait, dans ces scénettes-là, il y a évidemment des espaces symboliques qui vont avoir leur importance. Donc là, c'est Manet. Mais en même temps, la diagonale, c'est peut-être un peu plus Goya. Ça, c'est un tableau techniquement qui est réalisé à l'acrylique. C'est la première fois que je travaille à l'acrylique. Là, on est, je pense, en 2003. Je dirais 2003, c'est il y a 15 ans. Je reprends ces recherches de corps et de visage. Donc là, on est quasiment de l'ordre du signe, hein, vous allez voir dans cette série-là.
faites attention à un truc, ces séries de visages, ils vont peu à peu maintenant, à partir de cet espace où on est quasiment dans quelque chose qui est de l'ordre du dérisoire, du grotesque, etc. Il faut voir que je vis à Nice à ce moment-là. Hein. Donc tout l'espace coloré criard, promenade des Anglais, les dames de 70 ans ont des assemblages de couleurs complètement punk à Nice. Hein. Donc on est vraiment habitué à ça tout le temps au niveau des couleurs. Voilà. Donc je vivais ça, cette luminosité en permanence. Voilà. Donc le kitsch, c'est pas tant un kitsch, c'est une manière de s'imbiber de ce qui m'entourait. Voilà. Et ces figures-là, elles vont se reconstituer petit à petit. C'est important pour moi d'essayer, enfin, si je peux vous donner quelque chose dans cet ensemble, c'est de voir le projet en fait, plus qu'un tableau ou un autre. Voilà, encore une fois, on est là. Je suis le peintre X, j'invente tel style de peinture et je ferai une carrière comme ça. Voilà, c'est des morceaux de carrière comme ça. Hein. Si on le voit. Mais en réalité, vous allez voir qu'en fait, il y a une espèce de structure qui se construit et une relation entre les peintures qui me semble être vraiment le cœur du travail. Voilà, donc ça c'est toute une série sous ce principe-là. Ça c'est ma femme Florence et de l'autre côté, moi. Donc si vous regardez bien les attributs ici de la masculinité, et de l'autre côté c'est pas brillant, donc on est plus dans... Ouais. J'imaginais en fait deux centaures qui se rencontrent dans la salle de bain le matin, il y avait un côté comme ça, film d'auteur français un peu, voilà. Et vous revoyez encore l'espèce de volonté de revenir à la peinture classique ici, hein. Explosion. La figure de la croix qui me suit depuis un moment. Vous l'avez vu avec les 4 têtes. Les corps de Florence déstructurés. Là, ici, il n'y a quasiment plus rien. On est vraiment dans... Au niveau des références, on est vraiment dans le gore des années 80 américains. Le grunge, tous ces machins-là que j'ai avalés quand j'étais adolescent. Il commence peu à peu... Un autre truc qui me semble important, il n'y a aucun cynisme dans mon travail. Il n'y a aucun cynisme. Hein. L'espace amoureux, il est extrêmement sincère. Voilà. Même si c'est difficile à envisager. Là, vous voyez aussi tout mon intérêt pour la guerre des étoiles et ce genre de forme. Hein. Ça, c'est un tableau que j'avais fait adolescent, que j'ai repris plus tard. Voilà. Malheureusement, je l'ai perdu. Non. Donc, il y avait déjà une autoréférence, en fait, dans ce tableau-là. Une commande. Là, l'idée, c'était de donner... Saint-Sébastien, souvent, c'est plus une peinture qui est pour moi, habituellement, au niveau du style, c'est plutôt le sud de l'Europe, souvent. Là, je voulais quelque chose de nordique, en fait, à cette représentation. Hein. Donc, on est plus en Flandre, ou quelque chose comme ça, mélangé avec du Conan le Barbare, quelque chose dans ce genre-là. Voilà. Là, vous voyez ici, à nouveau, ces figures détruites qui commencent à se reconstituer. Donc il commence à y avoir des paquets de chair en fait. Ça devient des sortes de fantômes. Des esprits. Voilà. Vous remarquez par rapport à la série d'avant, quand il y a un petit peu plus de chair, la violence est plus ressentie. Ça revient à cette histoire de corps et de chair dont je parlais tout à l'heure. Et j'avais aucune conscience de la violence que je m'imposais en fait. Je l'avais séparée de moi. Ici, vous avez aussi la figure christique un petit peu. Et je remets en verticaux les espaces qu'il y avait dans l'Olympia. Vous voyez les fleurs, le petit chien qui est le Snoopy qui fait du surf sur la culotte, et les yeux de femme battue. Moi en fait je voulais copier le maquillage des Cure, mais ça a fait yeux au beurre noir, c'était pas mon but. Et à côté tête de mort du coup, qu'il y avait dans le tableau. Donc il y a voilà, une verticalité. Ça aussi c'est un très grand tableau.
Je pense qu'à ce niveau d'expérimentation, c'est un des plus réussis, au niveau de la forme. Hein. Pour vous faire rentrer dans le processus de travail, en fait, par exemple, prends celui-là, je fais juste un petit aparté. Je partais comme ça sur le tableau, n'importe quoi. Et au bout d'un moment, la forme physique commence à s'imposer comme quelque chose qui existe, comme de la pâte. Et le tableau s'arrête. M'apparaît une image d'un écorché que j'avais dans un livre 5 ans plus tôt à New York. J'ai attendu 1 mois pour aller au Canada, pour retrouver le livre dans une bibliothèque, parce que c'est un livre américain, pour retrouver cette photo, pour faire une projection là-dessus qui n'a pas marché, mais qui m'a donné quand même ici quelque chose qui a permis au tableau de se débloquer. Ça s'est réouvert, et j'ai attendu encore 1 mois où m'est apparue l'auréole, voilà, qui elle a fixé le tableau. Donc c'est vraiment des temps à chaque fois pour ce genre de choses. C'est 2,50 par 2 ça. 2,50 par 2. Au moment où je fais ce tableau-là, tout va bien. J'apprends que mon frère est malade. Et voilà comment je réagis en fait. Dès que la souffrance s'empare de moi réellement, je suis incapable de la peindre sur le tableau. En fait, ce sont les moments en fait, d'insouciance où la vie va très très bien, où les peintures sont les plus violentes. Voilà, sont les plus violentes. Voilà. Souvent, quand ça va se calmer, c'est parce que je vis des choses relativement difficiles. Ça, je l'ai conscientisé plus tard. Voilà. J'ai cherché des réponses après. C'était un tableau, en fait, la douleur résidait dans la dureté du tissu. Si vous regardez le tissu, on dirait de la peau séchée, en fait. Hein? Il n'y a aucune sensualité dans le tissu. Hein. Je pense que c'est là que ça se joue. Et même par rapport, alors vous voyez la référence à Ingres, même par rapport au tableau de Ingres, c'est vidé de tout motif. Hein. Parce que même Ingres, il y a quand même 1 ou 2 petits motifs qui se baladent. Là, il n'y a plus de motifs. Voilà. Je retourne en Bulgarie. Je peins d'après-modèle le matin. Et je commence toute une série, après avoir vu des icônes, sur les apôtres et le dernier repas du Christ. Voilà ce que ça donne quand je reviens. Donc l'ordinateur, qui était déjà un ordinateur vintage à l'époque, hein, clavier. À ce moment-là, il faut bien comprendre qu'en termes de théologie et de connaissances religieuses, j'avais aucune idée. Hein. Je fonctionnais vraiment à vue. J'avais une vague idée de la chair, le verbe, une espèce de calcul comme ça, j'avais une espèce d'idée de démiurge, enfin ça se baladait comme ça. Bien qu'en faisant le visage du Christ, j'écoutais du Cabrel et je pleurais. Voilà. Alors je vais vous les montrer. Alors évidemment celui qui se porte bien c'est Judas, parce que c'est le seul pour lequel on s'inquiète aujourd'hui, pour les autres on s'en fout. Donc c'est pour ça que je l'ai représenté comme ça. Judas, c'est celui qui a trahi le Christ. Voilà. Alors je vais vous les montrer de plus près. Et là, la chair dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est vraiment, ça y est, la chair est posée sur la structure, hein, cette fois-ci. Voilà. Elle est encore relativement, voilà, ce n'est pas une mine extraordinaire. Hein. On sent bien dans la main, ça je pense que ça peut peut-être vous le ressentez, que je travaille énormément d'après-modèle à l'époque. Donc vous voyez dans la main, hein, il y a quelque chose qui quitte l'image et qui va vraiment dans la représentation physique. Voilà. En voilà un autre. Saint-Pierre. Jean. Thomas. Pour ceux qui aiment la peinture classique, on voit que je me suis inspiré d'un tableau de Van Dyck. Hein. Voilà. Hein. Les auréoles sont faites à la sérigraphie. Et t'as peint en tout ensuite, c'est ça?
T'as pas en tour. Non, je les ai fait à la fin, les auréoles. En fait, j'avais vu sur un espèce de ski ou de surf, une espèce d'écriture en flou comme ça, qui m'avait inspiré pour ça. Mais par rapport au tableau dont tu parlais tout à l'heure, il y a la même réponse par l'auréole. Hein. Il y a vraiment un lien entre les deux. Je viens de m'en rendre compte. Tu as raison. Ça, la sérigraphie, tu as faite à lui? Non? La dame m'a dit je m'en occupe, ça va tenir. Voilà, ici, alors, je sais pas ce qu'elle a fait. À l'alcool peut-être. Parce que c'est pas moi qui l'ai faite. Donc là, c'est la résurrection. Je suis à Sofia. Peu importe mes déboires passés, je vis une crise existentielle et religieuse. Il faut que je fasse une peinture religieuse en remerciement. Je me balade dans la cathédrale. Ça serait bien que je peigne une résurrection. Seulement voilà le problème, c'est que j'étais incapable de trouver un visage qui pourrait être le visage du Christ. En Bulgarie, il y a des petites affichettes pour les morts. Je ne sais pas si c'est le cas en Serbie. Donc quand quelqu'un est mort, des petites photocopies A4 à l'époque, avec la tête de la personne qui est morte. Pour les familles plus aisées, une photocopie couleur, moins aisées, une photocopie en noir et blanc. Et elles sont partout dans la ville, je ne sais plus si c'est le cas aujourd'hui. Alors j'ai récupéré une image de Christ mexicain, une image sulpicienne redigérée en Amérique du Sud. J'ai mis ce visage-là sur la photocopie et j'ai dit je chercherai quelqu'un qui pourrait poser pour que je fasse un portrait du Christ pour peindre une résurrection. Voilà, et j'ai donné rendez-vous devant la cathédrale. Vous pouvez imaginer que si on fait ça ici en France aujourd'hui, il y aura à peu près 80% de deuxième degré, de farfelus, voire des gens en colère, peut-être une ou deux personnes sincères. Mais enfin, il faut imaginer qu'en Bulgarie à l'époque, il y a eu un type qui est venu avec le diable sur le t-shirt, avec marqué Clockwork Orange, etc., qui m'a dit pourquoi je ne l'ai pas choisi, je ressemble à un tsar russe. Donc il y avait comme ça une espèce de figure postmoderne, mais les autres étaient absolument sincères, pourquoi pas. Voilà. Donc j'arrive devant la cathédrale, il y a le Christ et les apôtres qui se baladent. Voilà. Celui-ci était cuisinier et bassiste dans un groupe de musique. Le deuxième, je l'ai peint beaucoup plus tard, il était vendeur de lunettes de soleil. Voilà. Et l'œil, il y a toujours des yeux. C'est l'œil de Caïn, c'est l'œil de bataille, c'est quoi? Ouais. Ouais, c'est tous ces yeux-là qui s'effondrent en fait. Ouais. Vous voyez bien que c'est c'est pas volontaire, hein, mais déjà c'est la structure de la croix qui est ouverte et qui laisse apparaître la figure du ressuscité. Et je dirais toute l'idée de connaissance par le regard et tout ça qui explose. Ouais. Mais qui est écrasée par la figure du Christ. Ouais. Donc il y a toujours quelque chose comme ça de brutal en fait. Et ça, simplement techniquement, c'est fait comment celui-là? Ça, alors il y a un tas de bordel. Hein. Il y a des trucs à l'acrylique. Ça, c'était un espèce de rouleau à motifs que j'avais trouvé dans un magasin de bricolage avec de la peinture pour bagnole. Ces motifs-là. Là, il y a de la bombe. Ça, ces parties-là, c'est peint à l'huile. Donc, c'est vraiment une espèce de mélange. Et sur toile? Sur toile, ouais. La plupart, hein, c'est des toiles. Peut-être si vous avez des choses qui vous viennent, là, des questionnements en général, sur tout ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas. Moi j'ai des questions, mais je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions plus urgentes que la mienne. Bon, je sais pas. Ouais, moi j'ai une question aussi. Ouais. Plus urgente que la... alors pas technique celle-là, vraiment théorique. Par rapport à ce que tu disais au début, tu disais que c'était ton œuvre était une espèce de résistance au gnosticisme. Mm-hmm. J'aime bien comme idée. Mais quelles sont les figures modernes du gnosticisme en fait? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est concrètement, les formes que ça prend actuellement de façon moderne? À un moment, tu as fait une référence
j'ai pas très bien comprise à l'histoire de l'art comme une forme de gnosticisme, il m'a semblé, ou alors j'ai pas du tout compris. Ouais. Mais c'est-à-dire pour que ça ait une sorte de réalité pour toi maintenant dans le présent, ce gnosticisme, il se montre comment? Parce qu'il y a... Alors le gnosticisme, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est que le gnosticisme. Le gnosticisme, en fait, ce qu'on appelle la gnose, c'est une pensée en fait qui a traversé notre histoire depuis longtemps et qui considère qu'il y a 3 mondes en fait. Voilà. Il y a un premier monde avec un principe premier et des structures qui descendent en néon. Donc c'est un système dualiste en fait. Et la dernière de ces structures a pour volonté de retourner vers la première, la sagesse. C'est une mauvaise idée, ça explose. Et cet éon-là, ça s'appelle les éons, crée ce monde, qui est donc négatif pour eux. Voilà. Toutes les structures spirituelles sont souvent des explications du mal. Voilà. Et donc pour les gnostiques, le monde dans lequel on est mauvais. Voilà. Et les personnes qui s'intéressent de peu ou prou à la spiritualité, eux sont à peu près sauvés parce qu'ils ont des connaissances. Et ils sont ramenés vers l'espace du haut. Les gnostiques ont plus ou moins travaillé en utilisant les différentes traditions. Ils ont récupéré le christianisme en expliquant que le Christ était un messager qui était envoyé du principe premier pour récupérer du monde ici. Pour eux, le Dieu des Juifs était un Dieu mauvais. On retrouve ça dans le marcionisme. Voilà. La structure, en fait, c'est que c'est basé sur la connaissance. Celui qui connaît est supérieur à celui qui ne connaît pas. Et en finalité, si on fait des conneries, c'est parce qu'on ne sait pas. Et en gros, si on met la bonne huile dans le bon moteur, on deviendra enfin des gens bien. Voilà, c'est cette histoire-là. Donc c'est une sorte de déterminisme. On a ça dans toute la pensée behavioriste, déterministe, etc. Et à peu près 95% de la production spirituelle aujourd'hui dans le monde de l'art est gnostique, donc ésotérique. Voilà. On pourrait prendre des exemples nombreux. Ouais. C'est ça que j'aimerais. Chez Paul Thek, il y a ça, même si j'aime beaucoup son travail. Tu as ça chez Mike Kelley, par exemple, aussi. Tu as ces accointances dans le cinéma Tarkovsky, tu as toutes ces choses-là, ouais. Même citer une peinture spirituelle aujourd'hui, on pourra tout de suite trouver chez tous les peintres abstraits, Malevich, Kandinsky, Mondrian, voilà. Ils disaient eux-mêmes qu'ils venaient de la théosophie. Jean de Loisy l'explique très très bien dans son émission. Voilà. Donc c'est aussi tout un savoir qui vient de l'Inde, hein, ça. Hein. Beaucoup. Voilà. Donc vous avez vraiment aujourd'hui un afflux énorme. En fait, si vous voulez, on ne se rend pas compte, moi je viens de Néant, mais en fait, si vous allez dans des pays extra-européens, il y a une rencontre de la révélation dans les pays extra-européens, mais l'Occident en fait est investi de la pensée gnostique. Beaucoup, 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 beaucoup. La méditation transcendantale, toutes ces choses-là, et ça va Heidegger, purement gnostique. Voilà, c'est une pensée gnostique. C'est vraiment une pensée de l'action, de l'être. Il n'y a plus de sujet. Voilà. C'est une pensée du flux. Il y a beaucoup ça dans la physique quantique aussi. Quand on regarde la pensée d'Espagna, il y a des accointances au gnosticisme dans ce qu'il appelle le réel voilé. Voilà. C'est très grec en fait comme principe. Hein. Vous savez que chez les Grecs, le réel est lié à un dévoilement en fait. Voilà. Donc il y a aussi toutes ces pensées-là. Voilà. Moi je rencontre ça quasiment tout le temps. Voilà. Et après ça prend aussi probablement des utilisations symboliques nombreuses. Alors moi c'est pas un jugement, hein. C'est juste que pour moi la finalité c'est pas la connaissance, la finalité c'est l'amour. Voilà. Et pour qu'on s'aime, il faut qu'on soit insolubles l'un dans l'autre. Voilà. C'est la question du regard. Donc l'être humain est insoluble dans le cosmos. Voilà. On pourrait avoir cette tentation dans l'écologie aujourd'hui. Qu'est-ce qui pose problème? C'est l'être humain. Parce que si on se débarrasse de l'être humain, il n'y aura plus de problème avec l'écologie d'une certaine manière. Voilà. Il y a cette tension-là, voilà, toujours. Voilà. Dans le christianisme, c'est traité notamment, il y a des questions angéliques, beaucoup ces choses-là. Voilà. La décorporalisation, etc. Il y a ça aussi chez Plotin. Et dans ses récupérations, notamment certaines visions de Maître Eckhart, de la théologie négative, etc. Donc il y a cette tension toujours. En fait, j'ai pas d'exemple d'artistes aujourd'hui qui se donnent un intérêt pour une pensée spirituelle qui n'est pas gnostique. J'en vois pas en fait. Voilà. De ce point de vue-là, help. Si quelqu'un veut m'aider, parce que je suis un peu tout seul. Voilà.